Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ah, ça va me coûter combien? Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous sommes dans une guerre hybride. Nous rajouterons un E au nom de la ville parce que ainsi nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite. Et on a 3 enfants et 7 petits-enfants avec mon épouse. Alors Pouyanné, arrête de te gaver. C'est un salopard. Vraiment, je sais pas d'autres termes. Il y a 2500 études dans le monde qui montrent que plus on travaille, plus on émet du carbone. Grève, les défilés, etc. Journée contre la réforme des retraites, contre le projet de loi réforme des retraites. On va en parler sur le fond et dans le fond avec l'économiste Olivier Delamarche. Mais en même temps, pourquoi vous entendez ces olés et cette hispanité triomphante? Parce que il présidente Emmanuel Macron est à Barcelone. Mais il n'est pas tout seul, il est avec 11 de ses ministres. Le jour même de la grève générale, il est à Barcelone pour un traité d'amitié entre la France et l'Espagne. Nous en parlerons aussi. Auparavant, évidemment, de quoi ce projet de loi sur les retraites, cette réforme des retraites, est-elle vraiment le nom? Que signifie-t-elle? Et puis après les perles et les huées du jour, nous recevrons Driss Ghali, un essayiste qui a fait un livre formidable, un véritable J'accuse. Français, ouvrez les yeux. Une radiographie de la France par un immigré. Il se partage entre le Brésil, le Maroc et la France. Et Driss Ghali a beaucoup de choses à nous dire. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Mais ne rien faire, c'est la conserver, la santé. Alors là, il y a d'autres personnes, comme par exemple ceux qui prônent le droit à la paresse. Mais est-ce que c'est un vrai ou un faux problème? En fait, ce qui se passe, on le constate déjà depuis ce matin. Nous sommes à 12h35. Nous sommes à 12h35 et beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de défilés, beaucoup de gens dans toutes les villes de France et de Navarre, en tout cas dans la plupart. On signale vraiment un peu partout, nos correspondants à Toulouse, Christine Bouillot, à Marseille, d'autres, tout nous signale beaucoup de monde. Mais allons un peu plus loin. En fait, première donc grande manifestation nationale contre la réforme des retraites, l'âge a passé de 62 à 64 ans, les cotisations, la durée, etc., etc. Alors, Olivier Delamarche, bonjour. Bonjour André. Bonjour. Alors, Olivier Delamarche, vous êtes économiste, vous êtes fondateur et président du Family Office Triskelion. En fait, on va essayer d'aller au fond des choses. Ce fameux projet de loi qui va être voté, on ne sait pas à coup de 49.3 ou pas, mais la question n'est pas là. Au fond, là où on en est, que ce soit en démographie, en économie, en dette et tout ça, est-ce que ces projets de loi contre laquelle se manifestent beaucoup et d'autres non, est-ce qu'il tient le coup? Est-ce qu'il est cohérent compte tenu de l'état des lieux dans notre cher et doux pays? Non, pas du tout. Il n'est pas cohérent, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'on a menti aux Français depuis 15 ans à coup de patch sur une jambe de bois. Ouais. Donc, on recule d'un an, 2 ans, etc. Et on va leur expliquer que si on le fait, tout va bien se passer. Mais en fait, c'est faux. Pour des simples raisons démographiques et des raisons de dépendance. Alors, allez-y, pourquoi c'est faux? Pourquoi on leur ment? Oui. Alors, on leur ment parce qu'on leur dit, vous inquiétez pas, ça va passer, on a 75 actifs pour un dépendant, ça c'est le ratio de dépendance. En fait, quand vous le recalculez, parce que il est calculé sur la classe d'âge. Ouais. Pour faire le ratio de dépendance, on vous prend la classe d'âge qui est active, donc 20, 60 ou 62, ouais. Et puis on vous prend cette classe d'âge d'actifs, et puis on vous dit ça divisé par le nombre de retraités, eh bien ça vous donne un 75. Oui, d'accord, mais sur la classe d'âge actif, vous enlevez pas le chômage. Ouais. Et les chômeurs, et les gens qui sont au RSA, et les gens qui sont complètement sortis du système, etc., vous ne les comptez pas. Si vous les comptez, à ce moment-là, vous n'êtes plus à 1,75, vous êtes déjà à 1,30.
Ah oui. Grosse différence, oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 10 ans, vous allez passer en dessous de 1. Comment on fait quand on sera passé en dessous de 1? Vous voulez dire moins d'un actif pour un retraité, quoi. Exactement. Ouais. Exactement. Il faut regarder, et en plus, ça s'est accéléré considérablement depuis le Covid et considérablement depuis la dernière année, parce que vous avez des gens en France qui font moins d'enfants. C'est pas un problème français, c'est un problème espagnol, italien. Exact. Tout le monde occidental arrête de faire des enfants en gros. Donc on n'est plus du tout sur le taux de fécondité qu'on avait avant de 2,10, qui est le taux qui permet le remplacement des générations. Là, on est à 1,88 en France, mais il faut voir qu'on est à 1,30 à peine en Espagne, en Italie, c'est pareil, et que nous, on y va petit à petit, mais on y va. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une population qui vieillit. Je vais vous donner 2 chiffres pour que vous voyez un petit peu la situation. En 2018, la tranche 20-59 ans, c'était 33,5 millions de personnes. En 2018. Et il y avait 17 millions. En France, oui. Et en France. Et il y avait 17 millions de plus de 60 ans. En 2030, et ça, c'était des chiffres que moi j'ai fait en 2018, donc sur les données de 2018 de fécondité, etc., et ça a encore ralenti. Donc en 2030, vous aurez 32,3 millions de 20-59 ans. Donc en fait, on en aura perdu 1 million. Et en revanche, la population de 60 ans, de plus de 60 ans, sera passée de 17,2 à 19,7. Oui, c'est quand même. L'équation, en fait, elle est impossible. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire 2 choses. La première chose, c'est que le moment est malvenu. Quand on voit M. Macron qui distribue des milliards à droite et à gauche et qui dit « il va falloir vous serrer la ceinture », en revanche, il donne 350 millions au Pakistan, il donne 1 milliard à l'Afrique du Sud, il donne je ne sais combien de milliards à l'Ukraine. Donc évidemment, c'est malvenu, parce qu'on pourrait les trouver, les milliards qui manquent là. Oui, absolument, ils existent, c'est clair. Voilà, ils existent. Et secondo, c'est pas des réformettes comme ça qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'il faut mettre une feuille blanche sur la table et recommencer à zéro. Parce que ce système-là, qui a été bâti, je vous rappelle, au lendemain de la guerre, on n'était pas du tout dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. On avait une croissance qui était 5 fois supérieure, on n'avait pas de chômage. Les 30 glorieuses, la nostalgie des 30 glorieuses, on se rappelle. Mais, si vous voulez, si vous réussissez à faire une équation qui tient la route en 1946, il est assez logique qu'en 2022, l'équation ne tienne plus. C'est clair. Parce que les choses ont considérablement changé. On n'a plus de croissance, on a une dette qui est colossale, on a une natalité qui s'est effondrée. Enfin, je veux dire, on a une durée de vie qui s'est allongée. Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut en effet tenir. Alors, il faut faire quoi, Olivier Delamarche? Très concrètement, il faut faire quoi? Si on avait un gouvernement qui prenait les choses le taureau par les cornes, si l'on peut dire. Mais je crois qu'il faut d'abord arrêter de distribuer l'argent comme si c'était des petits pains et comme si ça se multipliait comme ça. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que évidemment qu'il faut tenir compte que vous avez des gens qui commencent à 16 ans, qui portent des pierres toute la journée, et ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Non, mais la pénibilité, elle existe, c'est clair. Vous comme moi, on fait des métiers qu'on aime, et on va prendre notre retraite dans 20 ans encore, j'espère pour vous. Donc, c'est gentil. Donc voilà. En tout cas, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est ridicule. Non, il faut faire quelque chose qui soit beaucoup plus à la carte qu'une espèce d'obligation qui vous tombe comme un coup près dessus. Et il faut surtout régler le problème de l'emploi en France. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte, il faut mettre les conditions nécessaires pour qu'il y ait plus de croissance et qu'il y ait l'emploi
des seniors, puisque vous avez une bonne partie des gens qui arrivent à l'âge de la retraite, sauf qu'ils sont au chômage depuis 2 ans. Donc, ça ne va pas leur rendre un boulot. Donc, cette réforme ne sert strictement à rien. En plus, elle concerne très peu de personnes. Parce que justement, les autres n'ont déjà pas de boulot et n'en retrouveront pas à leur âge. Donc, vous avez tout un tas de choses aujourd'hui et c'est comme d'habitude avec le gouvernement Macron, c'est-à-dire qu'on met des sparadraps sur des jambes de bois et on espère que ça tienne. Après, on croise les doigts et ensuite, vous avez envoyé en permanence sur les ondes les sbires de M. Macron qui sont bêtes à manger du foin la plupart du temps et qui vous débitent des sornettes qu'ils ont appris par cœur avec des éléments de langage qu'on leur a donnés. Ça ne tiendra pas la route. Et le malheur aujourd'hui, c'est que on a l'impression que ce gouvernement fait tout pour effondrer totalement le pays. Donc, je regarde la réaction, j'espère que la réaction sera suffisante, mais j'ai vu que M. Macron avait déjà pris les devants en disant que de toute façon, quoi qu'il arrive, ça ne changeait rien. C'est quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive, oui. Mais juste Olivier de la Marche, quand même quelque chose pour avancer un peu. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire vraiment un état des lieux ou que, enfin, vous ou d'autres alternatives, si le gouvernement ne le fait pas et l'opposition devrait le faire, mais une véritable alternative sans s'enfermer dans des schémas idéologiques, parce que d'un côté vous avez la retraite à 60 ans pour tout le monde, c'est fini, et d'autres, comme vous dites, il y a beaucoup de seniors qui aimeraient travailler, c'est vrai, dans des domaines qu'ils connaissent, etc. Ça leur ferait du beurre dans les épinards et ça aiderait à combler le fossé de la dette des retraites. Ce qui est extraordinaire, c'est de mettre tout le monde dans le même sac. D'un côté, 60 ans, allez, tout le monde arrête, alors qu'il faudrait que ce soit la pénibilité et les conditions de travail, et de l'autre côté, allez, allongeant, regardez tout ce que font l'Europe, etc. Ils sont à 65, 66, 67 ans, eh ben il faut faire comme eux. Est-ce qu'on ne peut pas trouver un équilibre là-dedans ? Mais justement, l'équilibre, vous ne l'aurez jamais parce que vous avez des gens qui refusent de discuter. Donc, ils s'imposent. C'est un système pyramidal. Monsieur Macron, en tant que roi de l'Europe, nous impose des choses et qui sont aussi imposées par la Commission européenne, etc. Donc, vous n'y arriverez jamais. C'est-à-dire qu'il faudrait vraiment qu'on réunisse des spécialistes autour de la table. Moi, je ne suis pas spécialiste des retraites. Des actuaires, des spécialistes et on essaie d'inventer autre chose. Mais c'est toujours la même chose dans le système actuel. C'est vous avez un logiciel qui bug et on vous met des patchs. Mais jamais on commence à zéro. Jamais on met à plat les choses pour essayer d'inventer un nouveau système. Alors systématiquement, d'ailleurs, on prend exemple sur des pays et puis au bout de quelques années, ça marche plus, donc on change d'exemple. Mais on est incapable d'inventer, comme si on était totalement idiots tous, on est incapable d'inventer notre modèle. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire aujourd'hui, quelque chose qui soit plus souple, quelque chose qui tienne compte de cette démographie, parce que ça, c'est incontournable. Bien sûr. Je veux dire, regardez ce qui se passe au Japon, qui a vieilli bien avant nous, qui perd des habitants et qui, lui, met sa retraite à 80 ans. Donc, évidemment, faut savoir ce qu'on veut. Et évidemment qu'il faut réinventer un modèle. Oui, comme vous dites, en fait, que ce que Prévert appelait les terrifiants pépins de la réalité. Faut peut-être un peu tenir compte de la réalité et ne pas fantasmer en disant encore une minute, monsieur le bourreau, ça va se passer, mais tant que je suis là et tant que la prochaine élection l'échéance électorale n'est pas arrivée, eh ben, faisons semblant. C'est un peu ça, Olivier de la Marche. Mais c'est exactement ça. Et puis c'est surtout, si vous voulez, c'est que si vous réglez le problème de la croissance, de la réindustrialisation, etc., vous allez régler beaucoup de problèmes. Vous allez régler le problème de retraite. Le problème, c'est qu'on ne travaille pas en France parce qu'on n'a pas de travail. C'est surtout ça. C'est-à-dire que le ratio de dépendance, je vous ai dit, il est impacté énormément par le chômage, le vrai chômage, pas le chômage à la Bruno Le Maire, le vrai chômage, c'est-à-dire les gens qui ne
travaillent pas, qui voudraient bien travailler, mais qui ne peuvent pas travailler. Et donc, et c'est pas malheureusement en faisant ce que fait le gouvernement, c'est-à-dire des notes d'électricité pas possibles qui vont mettre encore des dizaines de milliers de personnes au chômage, qui s'amusent à vendre les entreprises stratégiques à l'étranger, etc. C'est pas en faisant ça qu'on va arriver à régler le problème de la croissance en France. Donc, on est en récession. Quand on est en récession, évidemment, il y a plus de chômeurs. Quand vous avez plus de chômeurs, il y a moins de gens qui cotisent. C'est imparable, si vous voulez. Donc, oui, c'est une logique, c'est un cercle vicieux que vous exposez, c'est vrai. Et on a envie, en vous écoutant, Olivier de la Marche, de se dire à un certain nombre de ces messieurs, d'ailleurs qu'ils soient de droite ou de gauche ou d'ailleurs, ce que disait dans La Reine morte Henri de Monterland, en prison, messieurs, en prison pour médiocrité. Oui, ça, si on pénalisait la bêtise, il y aurait du monde en prison. Malheureusement, il y aurait même trop de monde. Mais non, c'est catastrophique parce que on voit que ils ont la main sur rien et qu'ils n'ont aucune intelligence. C'est-à-dire qu'ils se posent même pas la question. Il y a un vrai sujet qui n'est jamais adressé. Ce sujet de la démographie, c'est jamais adressé. C'est central. On vous dit qu'on va avoir de la croissance, mais il se trouve que quelqu'un qui a 75 ans dépense moins parce qu'il a déjà moins de moyens et puis il a moins d'envie, il dépense moins que quelqu'un qui en a 45. C'est une équation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus le pays vieillit, moins la croissance potentielle est forte. C'est ça que ça veut dire. Donc ça veut dire que vous aurez une croissance qui va s'étioler et comme en plus vous ne créez pas les conditions pour que ça se passe bien, mais au contraire que vous mettez des boulets au pied de tous ceux qui veulent travailler, eh bien, vous aurez de moins en moins de croissance et donc vous aurez de plus en plus de problèmes sur ces systèmes qui, je le répète, ont été faits au lendemain de la guerre avec des croissances qui étaient à 6%. Qui n'avaient rien à voir, absolument. Merci Olivier de la Marche, merci pour vos éclaircissements et voilà qui explique que votre fille est muette, comme disait un certain Molière, hélas. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Et, voilà, direction, il y a... Alors pourquoi ? Alors moi je pensais, je vous assure naïvement, j'avais pas du tout regardé, je me dis, il doit y avoir un sommet du G7 ou quelque chose. Pas du tout. Il s'agit de rencontrer le Premier ministre Pedro Sánchez pour signer entre la France et l'Espagne un traité d'amitié sur les questions migratoires, de la jeunesse et de l'énergie. Alors, peut-être qu'ils sont allés, je me suis dit, mais ils sont allés avec ses ministres, Macron et tous ses ministres, pour peut-être voir comment l'Espagne était sortie du marché européen en ce qui concerne l'électricité et le gaz, qu'ils avaient sorti de la règle européenne et peut-être pour dire, on pourrait faire peut-être la même chose en France qu'ont fait l'Espagne et le Portugal. Pas du tout, car qui est avec... Alors ça, c'est vraiment très intéressant. Alors je rappelle que des millions de personnes sont dans la rue, d'autres font grève, que les services sont arrêtés. Bon, c'est pas nouveau. Est-ce que ça va être comme 1995 ou pas ? Tout le monde se perd en conjecture. C'est normal, ce sont les analyses. Mais au-delà des analyses, et on en a eu une très forte avec Olivier de la Marche, qui fait partie du voyage ? Eh bien, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Attendez, il ne devrait pas être en train de contrôler ses troupes pour voir s'il n'y aura pas de débordement, s'il n'y aura pas des faiseurs de guéguerre, s'il n'y aura pas de Black ceci ou de Black Rock ou de Black Bloc qui vont essayer de rendre. Non, il est évidemment pour le traité d'amitié, effectivement, hispano-français. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a déjà, comme vous le savez, à son actif d'avoir pulvérisé l'économie russe, comme on sait. Ça fait 3 mois, il l'avait annoncé, ça y est, le grand vainqueur de Poutine, Bruno Le Maire. Et Clément Beaune, le ministre des Transports, tous les transports sont en grève, SNCF, RATP, etc. Clément Beaune, où il est ? Il est à Barcelona. Ou encore... Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, celui qui a mis ses enfants dans le privé, bien sûr, en donnant l'exemple. Voilà. Aujourd'hui, ils sont tous à Barcelona. Et oui, parce que c'est là que ça se passe. Ce qui se passe en France, écoutez, franchement, ça c'est quoi ?
qu'est-ce qu'on peut dire? C'est oui, mais voilà, vous manifestez encore pour les retraites, mais écoutez, ça ne nous empêchera pas de faire passer les choses. Allez, 64 ans, 65 ans, voilà, et plus il y a affinité. Mais, comme disait Olivier Delamarche, comme on en discutait il y a quelques minutes, la croissance, la démographie, la vente des bijoux de famille, hein, vous savez, de Alstom à Excella, tout le reste, le prix d'électricité, tous ces boulangers, artisans, commerçants, on a reçu Christophe Girard hier et les pendus, et puis combien d'autres qui vont dans le mur, ça va créer encore du chômage, et ce sont les chômeurs qui vont payer la retraite, les cotisations. Alors on fait comment? Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose de très simple, dire écoutez les gars, on arrête pendant quelques heures, quelques jours, on réfléchit, on met par terre, on met tout par terre, on met sur le papier, on met à plat, et puis on réfléchit, et puis on essaye. Alors là, je vais dire quelque chose de terrible et d'obscène, on essaie d'inventer, on essaie d'innover. Ah non, mais vous parlez de quoi là? Berkoff, vous êtes ridicule, innovation, invention, c'est pas pour nous ça. Eh ben si, vous savez, il y a un grand écrivain, très grand écrivain qui s'appelle Samuel Beckett, qui avait écrit un roman magnifique, Imagination morte, imaginez. Est-ce qu'on est incapable uniquement de suivre tel ou tel pays, de copier ou de ne pas copier, ou de faire semblant qu'il ne se passe rien, ou de mettre la poussière sous le tapis, ou de se repasser la patate chaude, comme on continue de le faire? Est-ce qu'on est incapable de faire autre chose? Mais que ce soit la gauche, Macron, oui, la retraite à 60 ans, sinon on bouge pas, oui ceci, oui cela. D'ailleurs, ceux qui disent ça très souvent, ils sont dans des retraites assez dorées, dans les futures retraites assez dorées, allez, bien assis sur leur petite couche, et non, réfléchissez et travaillez au lieu de copier tous ces modèles qui n'existent plus. On n'est plus en 46, effectivement, on n'est plus en 45, on est en 2022. Alors s'il vous plaît, on vous paye pour ça un petit effort, encore un petit effort. Est-ce trop demandé? Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Les journalistes, deux journalistes de Rebel News, de cette chaîne en ligne Rebel News, eh bien, cette personne, et ça a duré, alors on n'a pas l'image, bien sûr, nous sommes à la radio, mais pendant 1 minute et demie, 2 minutes, il y avait Albert Bourla qui marchait avec un journaliste en micro qui lui posait des questions. Ça a été traduit par Rebel News. Écoutez, ça vaut son pesant. Donc imaginez, Albert Bourla est là, et un journaliste qui le suit comme ça, et ça a duré, on voit la marche. Écoutez ce que ce journaliste posait comme question. Et Albert Bourla, je le dis, il n'a dit qu'une chose, je vous souhaite une bonne journée. Silence total d'Albert Bourla. Écoutez. Monsieur Bourla, puis-je vous demander, quand avez-vous su que les vaccins n'arrêtaient pas la transmission? Et depuis combien de temps le saviez-vous sans le dire au public? Je suis navré de vous reposer cette question. Je veux dire, nous savons maintenant que les vaccins n'ont pas arrêté la transmission. Mais pourquoi l'avoir gardé secret? Vous avez dit que c'était efficace à 100%, puis 90%, puis 80%, puis 70%. Mais nous savons maintenant que les vaccins n'arrêtent pas la transmission. Pourquoi avez-vous gardé le secret? Mais je ne passerai pas une bonne journée tant que je n'aurai pas de réponse. Pourquoi avez-vous gardé le secret que votre vaccin ne stoppait pas la transmission? Est-il temps de vous excuser auprès du monde, monsieur, de rembourser les pays qui ont investi tout leur argent dans votre vaccin? Cela ne marche pas. Votre vaccin est inefficace. N'avez-vous pas honte de ce que vous avez fait ces 2 dernières années? Juste vous excuser auprès du public, monsieur. Voilà, étrange séquence. Alors, on peut être pour, on peut être contre, on peut être en disant non, le vaccin marche très bien. Ce n'est pas une question d'opinion. Ce qui est extraordinaire, c'est que monsieur accompagne Bourla, et Bourla ne dit qu'une chose: bonjour monsieur, et je vous souhaite une bonne journée. Silence absolument assourdissant du PDG de Pfizer. Et ça, c'est vraiment une très belle séquence, je le dis, de journalisme. Tout de suite, le face-à-face du jeudi 19 janvier. André Berkoff reçoit Driss Ghali, spécialiste en relations internationales, auteur de Français, ouvrez les yeux, une radiographie de la France par un immigré, édition L'Artilleur. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à l'émission. À tout de suite sur Sud Radio. C'est Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Eh bien,
La première ministre de Nouvelle-Zélande, la très connue et très controversée Jacinda Ardern, vient d'annoncer sa démission en raison de son état d'épuisement. On va en parler. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jacinda, c'est pas tout à fait la même chose. Jacinda, vous savez, elle a fait beaucoup parler d'elle à l'étranger ailleurs. D'ailleurs, elle était très populaire dans son pays. Il faut dire, elle dit, là, j'en peux plus, je m'en vais, je suis fatiguée, etc. Mais c'est elle qui avait mené, pendant le Covid et durant toute la crise du Covid, la politique la plus répressive du monde. C'était vraiment pratiquement des camps d'internement, c'était des recoupements, il fallait dénoncer ses voisins s'ils n'observaient pas les gestes barrières, le masque. Et pour ceux qui ne se vaccinaient pas, attention, prolongation de l'état d'enfermement, etc. Et tous les 15 jours, vous n'êtes pas encore vacciné, enfermement. Une politique, je dois dire, extrêmement dure, et tout le monde se disait, alors les uns pour s'en réjouir, en disant, il faut faire comme la Nouvelle-Zélande et Jacinda Ardern, et pour lui dire, écoutez, si c'est pour faire un État plus que policier, ce n'est peut-être pas la solution. Et de fait, aujourd'hui, il faut le savoir que beaucoup de pays, la majorité, ont abandonné ces mesures répressives qui n'ont jamais atteint, encore une fois, la Nouvelle-Zélande. Et c'est pour ça que je le dis, moi, personnellement, je n'engage que moi là-dessus. Je ne verserai pas des larmes de crocodile à la démission de Jacinda Ardern, plus connue sous le nom de Cruella, avec ses Dalmatiens de Nouvelle-Zélande. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Le face-à-face du jeudi 19 janvier où nous avons le plaisir de recevoir Driss Ghali, auteur de Français, ouvrez les yeux, une radiographie de la France par un immigré, édition L'Artilleur. Bonjour Driss Ghali. Bonjour, merci de me recevoir. Alors Driss Ghali, un livre très fort. Vraiment, bon, je l'ai reçu, j'ai regardé, j'ai lu et... Alors je vais pas vous comparer à Zola, mais quand même, un Zola franco-marocain, un Zola né au Maroc, immigré, musulman, vivant au Brésil d'ailleurs, mais venant souvent en France. Et vous avez fait un j'accuse quand même très fort, très intéressant, parce que vous tendez un miroir. Et comme disait Cocteau, il y a des miroirs, les meilleurs, qui réfléchissent. Et vous réfléchissez dans tous les sens. Et vraiment, le constat que vous faites est accablant. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est faux? Franchement, je ne le crois pas, je ne l'ai pas trouvé faux, et je crois que beaucoup de gens partagent, que ce soit français, de souche, ou immigrés, ou autres, partagent votre analyse. Ce n'est pas une question d'origine, c'est une question de lucidité et de regard. Alors, d'abord, Driss Ghali, qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre? Vous revenez souvent en France, vous êtes au Brésil depuis 10 ans, vous êtes marié à une Brésilienne, vous vivez à Sao Paulo, mais vous venez, m'avez-vous dit, avant de prendre l'antenne, 2 fois par an à peu près en France. Alors, qu'est-ce qui a fait que vous dites, c'est pas possible, ça ne va pas, il faut que j'écrive? C'est un acte d'amour, hein. C'est quand on aime quelqu'un, on prend soin de lui. Qui aime bien châtie bien? Qui aime bien dit la vérité. D'accord. Il y a certaines claques qui m'ont fait du bien, certains chocs qui réveillent, comme certains coups de foudre qui font du bien. Hein, Absolument. Voilà, donc, et puis moi je tiens beaucoup à la diversité du monde. Je vis au Brésil, je vais au Maroc souvent où ma famille vit, je suis marocain. Je me retrouve que de plus en plus le monde se ressemble. On est tous en train de vivre dans une espèce de non-lieu, une espèce de bouillabaisse à l'américaine. Tiers-mondisé, entre Starbucks, mineurs isolés, les villes se ressemblent. Woke, ouais, le woke aussi. Plus de classe moyenne. Ouais. Il y a une espèce d'uniformisation par la médiocrité qui touche aussi les Brésiliens. Le Maroc, on l'a connu. Et j'ai pas envie que la France... je veux que la France reste la France. Alors justement, quels sont les faits, vous en citez beaucoup dans votre livre, mais justement on va énumérer, peut-être pas tout, mais dans quel domaine vous avez été très frappé par cette médiocrisation, par cette givaroisation, je dirais au sens de rétrécissement? Donnez-moi quelques exemples qui vous ont frappé. Par exemple, vous parlez de tropicalisation. Oui, bien sûr. Ouais. Vous parlez de puissance et d'autorité. Alors j'aimerais que peut-être qu'on commence par ça. Vous dites la France, c'est devenu la France bonsaï, c'est devenu la France complètement rétrécie, et elle a perdu de sa puissance. En quel sens? Comment? Disons que déjà la puissance est devenue un gros mot. On n'a plus le droit de parler de puissance dans le discours public. Et quand on parle de puissance, il faut vraiment lui mettre un adjectif pour la nuancer. Puissance écologique, puissance pour le développement durable, puissance bienveillante, puissance participative. Alors qu'un pays, comme un être humain, aspire à la puissance.
Les pays qui sont faibles sont soumis ou vivent en sursis. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine, les voisins de la Russie, où sont des esclaves. Ils sont pas. D'ailleurs, j'aime pas le mot de souveraineté parce que personne ne le comprend. Il faut parler d'indépendance. Alors indépendance, c'est ça. Carrément. Un pays doit être indépendant. Maître maître de son histoire et surtout maître de son développement. De son développement, de ses réactions, de ses sentiments. Et pour cela, il faut être puissant. On ne peut pas être indépendant et faible. Donc au lieu de parler de souveraineté, je propose qu'on parle de puissance et d'indépendance, ou de puissance au service de l'indépendance. Donc vous avez un pays qui n'est plus puissant à l'intérieur. Vous avez plus de 700 zones sensibles ou de non-droit. Vous avez un pays 700 zones de non-droit en France. Selon le ministère de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'il y en a donc plus. 700 zones autonomes, on pourrait dire, quoi. C'est ça. Je dis pas ZAD, je dis zone autonome. Vous vous rendez compte, le Sénégal, le Maroc, le Mali, le Mali, vous me direz, il souffre de ça, mais il y a des gens qui se sont battus dans nos colonies pour récupérer le contrôle de leur territoire. Notamment les Algériens, les Marocains, les Tunisiens, les Sénégalais, les Ivoiriens. Nous, on lâche le contrôle de notre territoire sans avoir été envahis, parce qu'au face à nous, dans les zones de non-droit, il n'y a pas de rébellion. C'est un recul. Rébellion armée, force d'occupation. Non. C'est un reflux organisé parce qu'on ne veut plus être puissant. Et pareil, vis-à-vis de l'extérieur, vous avez aujourd'hui, il y a l'Union européenne qui est critiquée amplement, à qui on a délégué des pouvoirs pour rien. Parce que je veux bien qu'on délègue à la limite les pouvoirs, mais pour qu'on devienne que la puissance augmente. Bien sûr. Là, l'indépendance et la puissance augmentent. Voilà. Là, je vois qu'on est devenu insignifiant sur la scène internationale. On n'obtient rien. Et même les pays qui jadis mangeaient de notre main, le Maroc notamment, se détournent de la France. Que l'Algérie, tout le monde, c'est une vieille relation compliquée, mais vous avez le Maroc, une partie de l'Afrique, qui se détournent de la France, ils vont voir les Russes. Alors à quoi ça sert d'avoir tout donné ? Les Américains acheter des F-25, etc. Bien sûr. On en parle, on va parler de ça et pourquoi on a laissé faire et pourquoi on laisse faire de plus en plus. On en reparle avec Driss Ghali après cette petite pause. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour interpeller Driss Ghali sur son livre Français, ouvrez les yeux. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Dès 14h, c'est François Bourgognon qui nous rejoindra et on essaiera de tordre le cou à nos croyances et à sortir de nos habitudes. Pourquoi choisit-on d'aimer quelqu'un qui ne nous convient pas ? Et Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les Français parlent au français. Voilà un franco-marocain vivant au Brésil, venant souvent en France, comme venant souvent au Maroc, qui parle au français. Qui dit des choses vraiment qui font pas mal, qu'il faut entendre, qu'on entend, mais très 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 bien formulé et sourcé dans son livre que je rappelle et que je recommande, Français, ouvrez les yeux, aux éditions de l'Artilleur. Alors, Driss Ghali, au fond, vous parlez de, effectivement, les pays, l'indépendance, la nécessité. Mais comment il se fait que les Français, qui ne sont pas quand même les gens les plus bêtes du monde, enfin, je ne crois pas, soit ils ont laissé faire, soit qu'est-ce qui s'est passé ? Ce déni dans tous les domaines, y compris du passé, etc. Essayez d'expliquer pour vous qu'est-ce qui s'est passé. Ah non, le peuple français est un peuple d'élite, doté d'une sensibilité d'élite. C'est pour ça qu'il faut le préserver. C'est pour ça aussi que je parle. Parce que si le monde perd la France, on perd un phare. C'est pas le seul phare, faut pas non plus... Non, bien sûr, mais un phare. C'est un phare, parce que la France a offert au monde deux choses qui sont très précieuses. D'une part, grande redistribution des revenus et une grande valeur ajoutée. Ce que les États-Unis n'arrivent pas à faire. Ou que les Russes ne sont pas arrivés à faire. Ils ont redistribué avec le communisme, ils n'ont pas créé beaucoup de valeur. Les Américains créent beaucoup de richesses, c'est sûr, mais ils ne redistribuent pas. Ils n'aiment pas ça. En France, malgré les impôts très élevés, c'est un pays d'innovation. Et puis la France, c'est un pays qui a réussi à travailler sans religion et à faire une société humaniste sans religion. Une société humaniste laïque. Laïque, c'est très difficile. Hein. On peut le critiquer, mais c'est quand même une prouesse. Bien sûr. Il faut rappeler ça. Il faut rappeler ça. Donc, pourquoi on en est là ? C'est plusieurs facteurs. J'en liste quelques-uns. Je pense que deux principaux. Il y en a un qui est lié aux élites et l'autre qui est lié au peuple. Celui qui est lié au peuple me semble le plus important. C'est que comme on a mis en place la laïcité qu'on a transformée en une lutte contre le catholicisme, on a privé le peuple français du système immunitaire, qui était sa religion. Ah ouais. Parce que toute religion, l'immunité collective. Collective, spontanée. Parce que qu'est-ce qu'une religion ? Ce sont des enthousiasmes immédiats et des refus spontanés.
Un refus spontané pour l'islam, c'est la mixité. On a beau essayer, c'est difficile. Un refus spontané pour le monde catholique, c'était cette islamisation de la France. L'immigration de masse. C'est aussi le catholicisme, il apprenait l'orgueil du croyant. Tout croyant est un peu orgueilleux. Il est un peu. En tout cas, il a un sentiment d'identité forte. Voilà, parce qu'il est fidèle, vous êtes l'infidèle. Même si vous êtes d'une religion qui a 5000 ans ou 10 000 ans, voilà, vous êtes l'infidèle. Et puis le croyant, il est connecté à la part sombre de l'humanité. C'est-à-dire que dans la religion, toutes les religions, disons du livre, au moins, on vous apprend qu'il y a le diable. Quand on a déconnecté les Français de l'Église, ils sont devenus naïfs. Et là, vient un politicien qui leur dit « Je suis beau, je suis le premier de la classe, je vous aime, croyez au Père Noël, et c'est l'Europe, et je vous rase gratis. » Ce qui fait que vous avez aujourd'hui une naïveté généralisée, parce que les gens ne voient plus le mal. Ça, c'est le peuple. Le deuxième point, c'est que nous avons des élites qui ne sont pas très futées, mais qui ont compris une chose. C'est ce que j'appelle, elles urinent dans la source de l'eau pure. C'est-à-dire dans la mémoire du peuple français. On a convaincu les Français. On compisse la mémoire du peuple français. Ah oui, c'est un crime contre le peuple français. Rares sont les peuples qui subissent ce que subissent les Français. Mais en quel sens? Alors expliquez. En quoi? Vous avez, on leur apprend depuis le berceau que quand les Français étaient puissants, ils ont abusé de la puissance. C'est le colonialisme. Vous avez été puissant, vous avez rayonné, vous avez massacré les Africains, vous avez massacré les Algériens. Donc c'est pas bon. Quel est le message subliminal? Vaut mieux être faible. Vaut mieux prendre les coups, parce que dès qu'on réagit... Vous n'aurez pas ma haine. Voilà, vous n'aurez... C'est ça. C'est ça. Voilà. C'est le colonialisme, c'est la Seconde Guerre mondiale. On a inversé l'écriture de l'histoire vraie. On a transformé les Français en nazis, alors que vous avez été des victimes du nazisme. Mon propre grand-père, qui était goumier, il a été en forêt noire, en Stalag pendant 4 ans. Parmi 2 millions de Français qui étaient en forêt noire, dans les camps de travail, absolument. Et on a la guerre d'Algérie. Aussi, dans la guerre d'Algérie, il y a une manipulation qui est extraordinaire, qui est extrêmement diabolique. C'est qu'il y a eu des Français, des fonctionnaires militaires et civils qui ont désobéi à De Gaulle. Parce que l'Algérie, c'était la France. Ils ont appliqué la Constitution, qui dit dans l'article numéro 1, la France est indivisible. Ils ont obéi à De Gaulle. On les a traités de fascistes, l'OAS, tout ça. Donc depuis, on passe un message aux Français de leur disant obéissez aux ordres, même s'ils sont illégitimes. Parce qu'un ordre légal, n'importe qui peut le donner. Il faut suffire de tamponner ça. Donc on a élevé le déshonneur et la lâcheté au rang de vertu. Et maintenant, vous avez des fonctionnaires qui obéissent à des ordres illégitimes. Vous avez des préfets de police qui n'appliquent pas la loi. Vous avez des juges qui sont objectivement les alliés de la délinquance. C'est légal, c'est sûr que c'est légal, mais c'est illégitime. Et je pense que la guerre d'Algérie, ça joue là-dedans, parce qu'on a diabolisé les officiers qui ont sauvé les harkis quand même. On dit mais on devrait d'abord connaître leur nom et leur prénom et les marteler sur les invalides. Oui, ils ont sauvé. Panthéon. Oui, vous voulez dire qu'en fait, ils ont appliqué la légalité et ils ont sauvé les harkis qui combattaient avec l'armée française, enfin qui étaient l'armée française, et on les a lâchés avec les atrocités qui se sont suivies. Donc vous vous dites que là, il y a eu rupture de la légalité quelque part, enfin de la croyance en la légalité. On a enlevé la noblesse. La France, c'était un pays où on pouvait être noble en étant roturier. Un homme du peuple pouvait être noble. C'est le grand message de la gauche, la vraie gauche, Jules Ferry, Gambetta. On a anobli le peuple. Parlons de la vraie gauche, oublions celle-là. Oui, celle-là, elle est plus à droite que moi. C'est la vraie droite. Elle n'est pas du tout. Elle n'aime pas le peuple. C'est le marqueur. Elle n'aime pas le peuple. Ça, c'est clair. La vraie gauche de Gambetta et de Jules Ferry, de Jaurès, elle a donné au peuple la noblesse de l'éducation qu'on a enlevée. On est en train d'abrutir les gens avec M. Papendiaï. Elle a donné la noblesse de l'action. Première guerre mondiale, un poilu pouvait devenir noble, pouvait recevoir une médaille, sauver son pays. Pas besoin d'être un quelque chose. Là, avec ce qui s'est passé avec la guerre d'Algérie, c'est-à-dire que les actes de noblesse, d'héroïsme, ils ont été interdits. Enfin, ils ont été diabolisés. Ouais. Je pense à Élie de Saint-Marc, par exemple. Oui, le fameux grand général Élie de Saint-Marc. Oui, racontez. Élie de Saint-Marc. À Buchenwald, je crois qu'il était en concentration pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un résistant, c'est pas un collabo. En Algérie, il a choisi le camp des militaires putschistes. Il s'est certainement trompé d'un point de vue de la légalité. Et puis l'Algérie ne pouvait pas rester française. C'est clair. C'est sûr. Oui. À terme, c'est évident. Mais c'est là où De Gaulle politiquement avait raison. Il avait raison politiquement. C'est clair. Mais on a effacé complètement sa mémoire, on l'a transformé en fasciste, alors qu'il a juste appliqué la Constitution française. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pendant la crise Covid, vous avez des juges, Conseil constitutionnel et tous les grands juges,
qui n'appliquent pas la loi française. Et vous avez le confinement de masse, vous avez le Conseil de défense qui légifère, parce que on a... Vous avez le secret défense appliqué au Conseil scientifique, etc. Tout à fait, ce qui est clairement illégal. Mais on a anesthésié les gens parce qu'on leur a appris que la lâcheté, le déshonneur, le pas de vague, c'était ça, être français. Ça payait. Ça payait. Et malheureusement, ça paye à court terme, mais nous serons tous perdants. Mais alors vous appelez ça quoi? C'est une sécession de l'élite? C'est une trahison de l'élite? C'est quoi? Enfin, de l'élite. En fait, toutes les élites font sécession parce que l'argent a peur, et puis il y a toujours, même les élites. Vous savez, au Maroc, l'élite a fait sécession aussi. Elle a ses enfants à Marbella et ses appartements à Malaga. Donc c'est pas le problème. Le problème, c'est que notre élite, elle fait. Je lui reproche pas d'avoir fait sécession. Je lui reproche de pourrir la source de ce peuple français qui ne demandait rien. C'est quand vous dites qu'on pissait l'eau claire. C'est pissé parce que le peuple français ne demande rien. C'est un peuple ultra discipliné. Il obéit à tout. Il a tout accepté. L'Europe, l'euro, l'immigration de masse. On lui casse la gueule tous les jours. Vous avez eu des attentats en France et les gens déposaient des bougies. Vous vous rendez compte de la noblesse d'âme de ce peuple. Mais on le prive d'éducation. On le prive d'instruction. Les gens ne demandent qu'une chose, ils payent beaucoup d'impôts pour avoir l'instruction. On les prive d'éducation. Il y a quand même l'éducation, l'instruction quand même encore. Oui, mais qu'est-ce qu'on leur apprend? Qu'est-ce qu'on leur apprend? On leur dit Richelieu, c'est un esclavagiste. On leur dit Louis XIV, Colbert, le Code noir, etc. Ouais. On leur met l'écriture inclusive, c'est-à-dire on les empêche de lire du Bellay. Enfin, moi, si mes grands-parents m'avaient laissé du Bellay, mais je ne laisserais personne profaner du Bellay. Personne. On vous a légué un héritage qui est extraordinaire. Bien sûr qu'il y a des parts d'ombre, mais quel est le peuple qui n'a pas de part d'ombre? Qui est le peuple qui n'a pas fauté, où il n'y a pas eu de massacre, de guerre civile, intestine, etc. Non, tout à fait, Driss Ghali. Et c'est pour ça que votre livre est, je dirais, il est nécessaire. Hein, c'est vraiment, c'est un livre nécessaire parce que vous remettez, je dirais, l'église au milieu du village, si je peux me permettre. C'est bon de remettre les mots je dis toujours ça, mettre les mots MOTS sur les mots MAUX. Et je crois que c'est très important parce que il y a un tel enfumage un peu partout. C'est ça. On va continuer à reparler avec vous, Driss Ghali, français. Ouvrez les yeux et les oreilles, d'ailleurs, avec nous. Et on s'en reparle après cette petite pause. Et vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. On vous attend, Manu du Standard vous attend. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, parce que je viens de lire Français, ouvrez les yeux de Driss Ghali, une radiographie de la France par un immigré, l'artilleur. Et aujourd'hui, vous savez, de plus en plus d'immigrés, ce sont eux qu'on entend le plus hautement et le plus lucidement défendre la France. C'est intéressant quand même, n'est-il point? Alors, vous parlez dans votre livre, Driss Ghali, de la tropicalisation de la France. Qu'entendez-vous par tropicalisation? C'est un danger que nous avons tendance à ignorer. Parce que les consciences ou les inconsciences sont plutôt habitées par la peur de l'islamisation, de l'ensauvagement, de la guerre civile. Même à gauche, les gens... Qui existe quand même. Existe, ah oui, c'est sûr. Mais il y a un danger qui est là et qui est aussi grave que ce que je viens de citer, c'est la tropicalisation. C'est-à-dire que le fait que les Français se métamorphosent, les Français, la société française et l'État français se métamorphosent pour commencer à ressembler à ce que je vois en Amérique du Sud. D'où le mot tropicalisation. Du Mexique au Brésil, vous savez, ce sont des Européens, nos cousins. Sont des catholiques, des protestants, ils nous ressemblent, ils vivent comme nous, sont dans la même mode, mais ils sont différents. Et on va commencer à le ressembler. C'est quoi la tropicalisation, justement? En quoi en termes d'organisation de la société, c'est la disparition de la classe moyenne. Et vous avez une classe d'oligarques qui ont fait sécession, qui vivent au Brésil, ils vivent tous à Panama et Miami. Nous, nos riches, ils peuvent vivre à Davos ou Monaco. Ou dans des cités fortifiées, sécurisées, etc. Oui. Avec une mentalité d'assiégé. C'est-à-dire tout pour ma pomme. Ouais. Vous vous faites massacrer dans les banlieues, vous avez l'intifada, c'est pas mon problème. Je sponsorise d'ailleurs les rappeurs qui disent à bas la France. Pendez les blancs, pendez les blancs. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis bien, je suis au-dessus, je roule en hélicoptère et mes enfants sont à l'internat en Suisse. Ça, c'est du point de vue social. Du point de vue de l'État, vous avez une dérive de l'État où l'État devient un voyou de plus. C'est-à-dire, je prends votre argent, je prends vos impôts, je suis incompétent, en plus j'en suis fier, je vous engueule quand vous vous plaignez parce que je vous traite de fasciste, de complotiste, et je suis l'allié de la mafia. Et vous avez de plus en plus notre système judiciaire
qui n'est pas l'allié de la mafia, je dirais pas ça, mais qui s'est spécialisé dans le laxisme pénal. Donc on commence à avoir un comportement très sud-américain. Qu'est-ce que c'est que l'Amérique du Sud? C'est un endroit où on ne fait plus confiance à la police. En France, on fait encore confiance à la police, aux gendarmes, un peu, mais un peu. Mais plus aux juges. Vous voulez dire, en Amérique du Sud, c'est fini. La police, tout ça. Il faut nuancer, ça dépend des régions, c'est ce que souvent fédéral. Et puis vous avez, dans les mentalités des gens, ça c'est très important, nous risquons de devenir comme des Brésiliens ou des Argentins, c'est-à-dire des gens qui acceptons la souffrance, l'ultra-violence. Enfin, ce qu'on a accepté à Paris, le Bataclan. Ce qu'on a accepté au Stade de France, le désordre généralisé et nous acceptons les 500 Anglais qui sont rentrés, anglais entre guillemets. Nous acceptons qu'on se paye, qu'on se moque de nous, parce que la bêtise s'apprend. On apprend à devenir bête pour avoir la tranquillité, pour avoir la paix. Avoir la paix. C'est le manque d'espoir. Les Sud-Américains, ils vivent dans un pays magnifique, dans un continent magnifique, mais pourquoi ça décolle pas? Parce qu'ils n'ont plus d'espoir en eux-mêmes. Et je crains que les Français perdent l'espoir en eux-mêmes. Parce qu'à force d'échecs, de mauvaises nouvelles, on risque de faire un peuple de résignés qui dit finalement, écoutez... Oui, on ne peut rien faire, il n'y a rien à faire, c'est comme on se moque de moi, mais de toute façon, je ne vaux pas plus qu'un Anglais ou qu'un Américain. Ce qui faisait votre génie, c'était votre fierté. Alors, on vous traitait d'arrogant, parce que les Français, souvent, donnaient des leçons au monde entier. Mais au moins, vous teniez tête aux Américains. Vous avez fait quand même le Mirage, le Concorde, il y a 50 ans. Le TGV, etc. Puissance nucléaire. Je suis passé par une école d'ingénieurs français. Je veux dire, les Américains s'arrachent les ingénieurs français. Et alors qu'ils ont leurs campus sont 10 fois plus luxueux. C'est un peuple d'élite. Mais c'est pas une élite, c'est une élite populaire. C'est-à-dire et c'est ça le grand... c'est ce qui nous a sauvés, nous les Marocains. Vous savez, quand vous nous avez colonisés, vous nous avez fait du mal, d'accord, mais vous nous avez sauvés. Parce que vous nous avez appris une chose, la méritocratie. Chez nous, pour monter d'une classe à l'autre, qu'est-ce qu'il fallait faire? Une razzia ou bien la révolution. Ça s'appelle un djihad. Parce que pour dire qu'au roi, il faut qu'il parte, il faut dire qu'il n'est pas assez musulman. C'est les Almoravides, les Mérinides, tout le monde a fait ça. Vous nous avez dit, les gars, passez le bac. Vous avez appris l'ascenseur social. Voilà. Et vous arrivez par vos propres mérites, vos propres... Moi, je suis petit-fils d'un boucher de l'Atlas, qui avait certainement des pots dans la tête. Et c'est l'école française, remplacée par l'école marocaine, qui a été installée par les Français. Chez nous, avant, il y avait l'école coranique pour le peuple, et quelques rares esprits brillants faisaient l'université de Fès, Al-Qarawiyyin. Donc nous avions une population qui était larguée. D'où la piraterie, le djihad et tout ça. Et donc, on ne peut pas... ce que subissent les Français, ça peut les métamorphoser à jamais. Parce que quand on désapprend l'estime de soi, l'amour de soi, l'espoir, on devient comme la majorité des peuples du monde. La majorité des peuples du monde sont désespérés. Pourquoi l'Afrique décolle pas? Pourquoi certains pays d'Asie décollent pas? Parce qu'on leur a appris de génération en génération à ne pas croire au bien commun, un destin collectif. Et pourtant, il y a quand même de temps en temps des renversements, de temps en temps, heureusement d'ailleurs. Vous allez me dire que c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, mais enfin, on a vu en Russie, on a vu un peu partout, même en Amérique du Sud, je veux dire, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que le désespoir, après il y a Castro, et puis après, ce qui se passe, après ce que ça devient, c'est vrai. Mais en même temps, est-ce que vous n'êtes pas quand même profondément, à un moment donné, en espérant, on peut s'en sortir, enfin, pas croire que oui, on peut encore s'en sortir. On peut encore s'en sortir. D'où mon bouquin. Ouais. Je trouve, parce que il y a des pays qui ont passé le Rubicon, ils sont de l'autre côté. Il faut tout reconstruire. Il faut trouver une nouvelle élite. Il faut reconstruire les mentalités populaires. Qu'est-ce que c'est qu'une mentalité populaire? C'est l'éthique du travail. Pourquoi la Chine a une chance de s'en sortir? Parce que les gens travaillent. Pourquoi le Japon s'en sort? Pas parce qu'ils sont plus intelligents que nous, ou que les Marocains, que les Sénégalais. Non, mais ils travaillent. Ils obéissent. Le Français travaille, obéit. Malgré tout ce qu'on dit, c'est pas un peuple irrévérencieux. C'est pas un peuple de Gaulois réfractaires. Non, non, du tout. Il y a un folklore, mais c'est un peuple égalitaire. C'est le peuple du tutoiement, c'est le peuple de l'égalité, la révolution passée par là. Mais c'est pas un peuple irrévérencieux, indiscipliné. Il faut aller en Afrique du Nord chez nous, où les peuples tribaux sont indisciplinés par atavisme, enfin, etc. Oui, parce que l'État nous faisait du mal, nous, en Afrique du Nord. Donc on était indisciplinés. On obéissait à notre haïd, à notre féodal, à notre seigneur. Lui, on lui faisait confiance, parce qu'il était avec nous depuis des générations, père et fils. Vous avez appris avec l'État à faire confiance aveuglément à quelque chose qui s'appelle Paris.
c'est bien, mais là, ça retourne contre vous, parce que Paris a décidé de vous trucider, de vous vendre à la découpe. Donc, il y a, en France, j'ai encore espoir, parce que vous avez encore un grand peuple. Il y a encore des réflexes. Et vous vous souvenez encore de De Gaulle, même si j'ai quelques réserves sur De Gaulle, enfin, personne n'est parfait. Mais vous avez encore des réflexes. De Gaulle avait une structure avec un cap, bien sûr, une direction. De Gaulle et tous ceux qui étaient autour de lui, parce qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il a fait tout seul. C'est évident. Ce que la France... Le personnel était autrement, c'est un autre format, non? C'est la vieille France. Ces Français-là que nous traitons de petits bourgeois, de conservateurs, c'est les Français qui ont sauvé le Maroc. Hein. C'est les petits-enfants de Lyautey. C'était des monarchistes, c'était des gens de droite. Aujourd'hui, ils seraient fâchés. Ils seraient interdits d'ailleurs d'antenne. Hein. Lyautey, aujourd'hui, serait en tôle. Hein. Il serait même pas général. Hein. Il n'aurait pas passé le cap il serait... mais Lyautey, ce qu'il a redonné au Maroc, c'est ce que j'espère que quelques immigrés vous redonneront. C'est la confiance en soi. Nous étions en train de nous diluer. Le sultan, il était presque en fuite. Et Lyautey lui a dit, je suis avec toi, tu es le maître légitime du pays, et on va refaire l'État. Ils ont refait l'État, ils ont redonné aux Marocains l'union nationale, le sentiment d'appartenance. Et puis, on a fait des choses quand même. Et vous avez en France encore le souvenir de ça. Donc, c'est le moment d'agir. Eh ben, votre livre tombe à point, et puis il y a un certain nombre de gens qui pensent, je crois, qu'ils sont à l'unisson avec vous. Et on va voir si nos auditeurs sont aussi dans cette mouvance, dans cet état d'esprit. Parlons vrai sur Sud Radio. Vous avez la parole au 0826 300 300 et on accueille Emmanuel de Pessac. Bonjour Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour André, bonjour à tout le monde. Merci enfin de la parole de votre invité. Ça fait du bien parce que souvent, malheureusement, ça vient souvent de gens qui sont extérieurs à la France et qui admirent la France pour ce qu'elle a pu être. Moi, j'ai vécu à Nanterre toute ma vie pendant 35 ans depuis que je suis né, donc j'avais aucun problème. J'étais à l'école Joliot-Curie, vous voyez, donc j'avais des copains de toutes les couleurs. Il y avait aucun souci ni de religion ni de quoi que ce soit. Mais le problème, c'est qu'on essaye de hisser les gens les uns contre les autres pour créer quelque chose qui n'a pas lieu d'être, c'est-à-dire une guerre civile. Mais jusqu'à preuve du contraire, on accuse les musulmans. Je dis pas qu'il n'y a pas des problèmes, effectivement, de gens qui peuvent être extrémistes, mais il y en a partout. En revanche, que je sache, ils sont pas au pouvoir. Et je vais juste donner, par exemple, un exemple de Xavier Hofer, que vous avez dû recevoir, je pense, au moins une fois. Xavier Hofer, oui, peut-être une fois. Enfin, bref, c'est un criminologue français. Oui. Et il était en Algérie pour autre chose, et il disait, regardez les courbes, il y avait un tableau derrière, une des graphiques, et il disait, regardez les courbes de délinquance. Parce qu'elle lui a posé la question, il dit, mais qu'est-ce que c'est que ces courbes? C'est les courbes de délinquance. Elles correspondaient aux vacances scolaires françaises. Et eux-mêmes hallucinaient de la façon dont on éduquait les gens. On les intègre plus. Vous citiez les territoires perdus de la République. Enfin, on peut les appeler comme on veut. Et ils disaient, voilà, c'est parallèle. Mais comment vous faites pour vivre avec ça? Donc, on est un peuple résilient, mais il y a un moment, il faut effectivement qu'on puisse intégrer tout le monde et effectivement être ferme avec ceux qui ne respectent pas la loi, la légalité, etc. On nous traite de tous les noms. Quand on est parti d'Algérie, je veux dire, le paysan français de la Beauce, il a payé pour la colonisation. On a laissé des autoroutes, on a laissé des hôpitaux, on a laissé des ports, on a laissé une structure administrative. On n'est quand même pas parti comme des voleurs. Prenez les colonies anglaises ou belges, je peux vous garantir que vous n'aurez pas la même histoire. Voilà, merci en tout cas de votre de redonner un petit peu une vision extérieure pour des Français qui malheureusement, vous savez, c'est pas quand on est dans le panier, dans le pot qu'on voit forcément l'extérieur. Merci Emmanuel. Merci à vous, merci pour votre intervenant. Driss Ghali, effectivement, je crois qu'Emmanuel un peu reprend. Enfin, il a raison. Puis j'aime beaucoup le Sud-Ouest où j'ai travaillé. J'ai été très bien accueilli. Deux choses. Les Français subissent une guerre psychologique de tous les jours, avec cette histoire de repentance, de culpabilité héréditaire. Personne ne demande aux Turcs de s'excuser pour l'esclavage qu'ils ont commis en Afrique. Enfin, les Français. Quand on leur demande d'excuser même pour les Arméniens, et Dieu sait s'il y a un génocide, là ils veulent pas. Ils n'entendent pas parler. Là, et nous on dit non, la France est responsable d'absolument tout. Tout à fait. Et on a réhabilité la culpabilité héréditaire. C'est ça, la culpabilité héréditaire. Qui n'est pas dans le code pénal. Et deuxième chose. Il y a une fâcheuse tendance en France à donner le micro à ceux qui vous crachent dessus, notamment certains rappeurs. J'aime beaucoup le rap, je suis de la génération de Tupac et Dr Dre, donc je sais pas. Mais j'hallucine. Je vais dire un gros mot. On fabrique des harkis. C'est-à-dire que dès que quelqu'un défend la France, il est ostracisé de France Inter, du service public, des grands éditeurs. Je les mets d'ailleurs au défi parce que ils veulent pas nous parler. Et puis on lui met en face un rappeur avec des dents en or qui dit des inanités sur la France et on dit c'est ça l'immigration, c'est ça qu'il faut. Non, il y a parce que une chosification effectivement. Oui, et heureusement que nous avons eu des goumiers qui sont encore vivants où leurs médailles leur ont survécu, ou des tirailleurs sénégalais qui montrent qu'on peut être musulman, ultra musulman d'ailleurs parce qu'ils n'étaient pas des gens assimilés et qui ont défendu la France contre le nazisme et ils n'ont pas posé de questions. Ils n'ont pas dit ah bah la France.
Pourtant, ils auraient pu le dire, ils étaient colonisés, eux. Ils n'étaient pas français. Ce que les autres ne sont pas. Ils ont l'égalité. Ouais. Ils ont l'égalité. La CAF et tout le reste. Hein. Il y a du racisme, évidemment, mais il y a des problèmes partout. Mais il n'y a pas de racisme systémique. Non. Nos grands-parents, eux, ils ont vécu. C'était le système colonial. Et je ne veux pas que les Français soient colonisés dans leur pays. Si nous, les Marocains, ne veulent pas être colonisés, il ne faut pas que vous acceptiez ça aussi. C'est clair. Non plus. Lucien. Merci beaucoup Emmanuel. On va tourner une rapide page de pub et on ira du côté de Enghien-les-Bains pour recevoir Pierre Alain. A tout de suite sur Sud Radio au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h45 sur Sud Radio. Vous avez la parole au 0826 300 300. On accueille Pierre Alain de Enghien-les-Bains. Bonjour Pierre Alain. Bonjour Pierre Alain. Bonjour à tous les deux d'abord. Et je veux bien sûr remercier André Berkov qui est un peu le phare qui éclaire nos journées dans l'univers médiatique catastrophique qui nous entoure. Et je souhaite vraiment qu'il reste très 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 longtemps aux manettes parce qu'on a besoin de vous sur tous les sujets. Deuxièmement, peut-être je voulais suivre un peu par rapport à l'intervention précédente. Je crois que Driss n'a pas parlé d'une des clés très importantes qu'il livre dans son livre sur les raisons profondes et civilisationnelles de l'impossibilité d'intégrer le peuple musulman qui est présent sur notre territoire chez nous. Et je pense qu'on a dit extrêmement à la fois authentique, parce qu'il sait de quoi il parle, et extrêmement éclairante sur beaucoup de questions qu'on se pose. Et j'avais enfin, pour terminer, une question à lui poser. Évidemment, c'est formidable d'entendre des personnes comme lui. Je pense que d'ailleurs, les gens d'origine étrangère qui sont prêts à se battre pour que ce pays reste ce pays sont essentiels dans la guerre qui est engagée, et je voulais savoir comment il envisageait de fédérer autour de lui ce qui pourrait être une véritable force politique pour accompagner, disons, la renaissance du pays. Voilà. Driss Ghali, vraie question. Alors, est-ce que vous envisagez, peut-être pas une carrière politique, mais de fédérer peut-être autour de votre livre, mais autour aussi de vous et d'un certain nombre de gens, parce que effectivement, il y a besoin de force aujourd'hui, enfin de force au sens de ligne de direction et de ligne rouge. Oui, il y a besoin de force, il y a besoin de beaucoup de courage. Cette affaire peut coûter la vie à quelqu'un, parce que les ennemis de la France sont très déterminés. Et là, il y a une telle propagande que même Jésus-Christ aurait été crucifié une deuxième fois. Deuxième fois, je suis sûr que si on soumettait au vote, on mettrait Barabbas président, hein, et Jésus au cachot, à Cayenne. Moi, je suis à la disposition des forces politiques qui veulent sauver ce pays, très modestement. Et je pense que ma valeur ajoutée, elle est dans l'établissement de ponts, parce que l'attaque que subit la France est la même qu'ont subi les pays arabes il y a longtemps, la même que subit le Brésil. Il y a un projet, et il y a un projet mondialiste, et puis surtout il y a une fatigue des peuples. Donc, en fait, il faut réveiller les peuples. Il faut réveiller les peuples, il faut connecter les talents, il faut parler à tout le monde, notamment aux gens de gauche, parce qu'il y a des gens de gauche qui sont intéressants. Même chez les islamistes, il faut qu'on arrive à parler avec eux. On va pas les ramener à la laïcité ou quoi que ce soit, mais il faut qu'on parle avec eux. Il faut qu'on parle avec tous ceux qui... parce que faut ouvrir des ponts. Ouvrir des ponts, parce que je suis sûr qu'un islamiste en Égypte peut être utile à l'Égypte. En Saint-Denis, il ne va pas nous être utile, mais en Égypte, pourquoi ne pas lui parler s'il aime son pays? Il faut vraiment reconnecter les gens du bon sens et les patriotes. Et le patriotisme et le bon sens, ni de gauche ni de droite, ni chrétien, ni laïque, ni juif, ni... Voilà. Sur le problème de l'intégration ou de l'assimilation, je dis dans le livre quelque chose qui me semble évident, mais qu'on n'a pas le droit de dire en France, c'est qu'il y a des civilisations. Malheureusement, avec le capitalisme et même avec la République, on dit il y a l'État et l'individu. Non, il y a l'État, l'individu et la civilisation. Et la culture. Et la culture, voilà. La culture. Terme, ouais. La culture, la civilisation, ça se transmet de père en fils, de mère en fils, et ça ne change pas comme ça. Et ça explique beaucoup de la performance dans la vie. Donc, quand on parle d'immigration, en fait, on parle de transfert de civilisation, d'implantation de civilisation sur le sol français. Parce que quand on parle de 10 000 Marocains, 10 000 Algériens, c'est facile.
C'est une goutte d'eau. Mais quand on a 2-3 millions d'Algériens en France, 1,5 million de Marocains, sans compter les sans-papiers, dont certains sont de ma famille. Donc je sais de quoi je parle. Et d'ailleurs, il n'y a aucune expulsion, je vous rassure. La France n'expulse pas. Et c'est pas, notre ministère de l'Intérieur n'est pas sérieux. Je le dis comme je le pense. Vous avez aujourd'hui des peuples en France qui portent des civilisations. Certaines s'intègrent facilement en France. Et c'est pas une question de religion seulement. Évidemment, un catholique bulgare ou allemand peut s'intégrer. Mais vous avez des cultures qui sont facilement intégrables, comme les Libanais, certains Syriens, les Arméniens. Là, dedans, il y a des musulmans, parce que ce sont des cultures de commerçants, de gens qui font du networking facilement et qui s'adaptent, sinon ils meurent. Ce sont des peuples assiégés. Vous avez des peuples conquérants. Des peuples, voilà, c'est faire commerce au sens littéral du terme. Comme on l'a tout vous mettez un Libanais sur la Lune, il peut être musulman sunnite, il va s'en sortir. Vous avez des peuples de conquérants, de paysans comme les Algériens, les Marocains, les Sénégalais, paysans, cueilleurs, tout ça, hein, de nomades, sont des peuples très enracinés qui vivent dans un monde tribal ou dans un monde féodal, où les valeurs, c'est pas la flexibilité. Les valeurs, c'est la guerre, c'est je défends ma tribu tout de suite. On n'a pas de service militaire. On n'a pas d'armée, on n'a pas d'État. L'État au Maroc, ça depuis peu longtemps. La communauté, la tribu. La tribu, le clan, la famille, la vallée, la région. C'est ça. Et donc vous avez un problème d'agressivité qui est cultivé en famille, un problème d'indiscipline qui est une qualité chez nous. Au Maroc, l'indiscipline est une qualité. Ça vous permet de survivre. Parce que l'État est injuste. Bon, ça a changé un peu. Hein, il faut pas. L'État a souvent été, pendant 1500 ans, l'État était injuste. Donc il fallait désobéir. Il fallait pas s'arrêter au feu rouge. S'arrêter au feu rouge que les faibles. Ou les communautés, ou les soumis. Extraordinaire différence de valeur. Ah oui, c'est ça. Donc on transpose ces cultures-là en France, vous avez un problème. En France, l'obéissance est spontanée. Il n'y a pas besoin d'avoir un policier à chaque coin de rue. On appelle ça le civisme. On n'a pas de civisme. On n'a pas de civisme chez nous. Vous avez un problème de travail. L'éthique du travail, chez nous, elle n'existe pas ou elle existe très peu. Pourquoi? Nous avons été une société esclavagiste. Je parle d'Afrique du Nord. Nous avons eu des esclaves jusqu'aux années 20 en Afrique du Nord. Donc, dans une société esclavagiste, ne travaille que l'esclave. Et l'esclave travaille mal parce qu'il sabote. C'est normal. Vous avez un problème de savoir aussi. Moi, je suis toujours frappé par le fait qu'il y ait beaucoup de Marocains à Polytechnique, des Marocains du Maroc, des fils de bergers souvent, je leur retire mon chapeau, et vous n'avez pas de Marocains de Seine-Saint-Denis à Polytechnique. Je ne comprends pas. Pourquoi les Marocains du bled, enfin de chez eux, ils y arrivent, les autres? Parce que le choc culturel, ils n'ont pas résisté au choc culturel. Parce que j'ai l'impression que les diasporas qui ont été transposées en France sont plus arriérées peut-être que le peuple marocain aujourd'hui. Parce que et je leur en veux pas. Elles ont porté une civilisation qui était. Vous ne voyez pas aussi que les victimes du trafic, drogue et compagnie, elles sont rentrées la voie de la facilité, et c'était aussi le trafic, l'économie parallèle, etc. Il y a ça aussi, et je me pose la question si les professeurs qu'on a mis face aux diasporas dans les banlieues les incitent à se dépasser. Parce qu'à force de dire à quelqu'un, touche pas à mon pote, tu es une victime, il va pas faire des maths. Parce que les maths, c'est embêtant. Moi, j'en ai bouffé, j'ai jamais aimé. Mais j'en ai bouffé parce qu'il fallait en bouffer, c'est le système français. C'est pas très réjouissant. À force de leur dire, vous allez être des rappeurs, des joueurs de foot, et de toute façon, vous êtes des victimes. Et les maths sont racistes, les maths sont blanches. Parce qu'en France, la France, c'est un pays de méritocratie. Il y a bien sûr des castes, des lobbies, on sait tout ça. Mais il y a encore une méritocratie, c'est l'école centrale, Polytechnique. Les grands corps. Où il y a pas, les maths sont pas racistes. Je suis pas amateur, hein, les maths sont pas racistes. Donc c'est comme j'accuse l'éducation nationale de se tromper, d'installer ces pauvres enfants d'origine algérienne, marocaine, sénégalaise dans une espèce de victimisation, dans une culture de la sous-performance, alors qu'ils méritent la performance. Bien sûr. Leurs parents sont pas venus ici en France pour que leurs enfants soient des ouvriers. Tout mon respect pour les ouvriers. L'ascension sociale. C'est ça, c'est ce qu'on fait. On ne lave pas les toilettes d'un pays étranger si on sait pas si on n'est pas sûr que ces enfants vont être ingénieurs ou CEO, pas DG d'entreprise. C'est l'ambition. C'est l'ambition pour les enfants. Peut-être un dernier auditeur. Oui, merci Lucien. beaucoup Pierre-Alain, et on a le temps de recevoir Serge des Landes. Bonjour Serge. Bonjour Serge. Oui. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à votre intervenant Monsieur Galli. Tout d'abord, merci d'exister Monsieur Berkoff, et puis demander à votre direction de prolonger 1 heure de plus votre émission parce que c'est un peu court, 1h30. D'accord, je dirais, je transmets. Je voulais revenir aux propos qu'a tenu Monsieur Galli pendant les 20 premières minutes de son discours, au niveau donc de la France et du monde en général. Et il dit qu'il faut changer de mode. Et tout au long de son discours,
il n'ose pas prononcer le mot de « il faut arrêter le capitalisme ». Ce mot de capitalisme qui, malheureusement, a détruit, comme il a dit si bien, une paroi de la pyramide, à savoir donc la caste des... la classe moyenne, vous voulez dire? La classe moyenne, voilà, ouais. Tout à fait, M. Berkoff. Ouais. Et donc la pyramide commence à se baisser. Et moi, ce que je voudrais demander à votre intervenant, c'est savoir comment il voit l'avenir à court terme, les 10-20 prochaines années. Driss Ghali. Je vois que le Sud-Ouest est en force. Oui. Toujours. Une terre d'amitié marocaine, parce que le bac que nous passons dans les écoles françaises au Maroc est celui de l'Académie de Bordeaux. Bon, je ferme la parenthèse. Le capitalisme... quel capitalisme, hein. Ce qui est devenu le capitalisme aujourd'hui, clairement, il n'est pas notre ami. Mais je crains que même si nous réhabilitions le capitalisme ou le réformions, je crains que l'être humain a changé. Moi, ce qui m'a réveillé, c'est le Covid. C'est-à-dire on est dans un système normalement d'état de droit, avec des droits de l'homme partout, et on a appliqué une politique stalinienne avec des gens qui, la veille, vous disaient qu'ils étaient droits de l'homme et tout ça. Donc je me dis, c'est peut-être pas le système seulement qu'il faut réformer, c'est l'être humain. On a renoncé à l'identité occidentale. C'est comme chez vous, en France, vous dites qu'une femme ne doit pas porter le voile. Très bien. Mais un Français, une Française ne doit pas confiner comme il a confiné. Il ne doit pas parler anglais. Enfin, il doit parler anglais. L'anglais, si, quand même. Doit parler... Mais oui, vous voulez dire, il ne doit pas faire de l'anglais sa langue nationale. Voilà, je suis révulsé, pourtant je suis un type moderne, de voir des burgers partout dans Paris, vous voyez ce que je veux dire? Il faut des fact-checkers. Des fact-checkers, des rewards, des points rewards, des check-in online. Voilà. Donc c'est ça, l'avenir à 10-20 ans, bon... à mon humble avis, je pense qu'il faut qu'on parte du présent. Et il est déjà très riche, il faut qu'on le regarde. Il y a de quoi faire. Et il nous éblouit, hein, comme les projecteurs parfois. Que nous dit le présent? Nous avons une élite qui est contre nous. Nous avons une élite qui est empêchée. Il y a des Français très bien, de souche, gaulois, musulmans, noirs, qui sont là, qui sont empêchés, parce que les places sont prises par ces gens qui ont trahi, ce que j'appelle les chaouches de l'ordre de l'Europe. Être chaouche de Gaulle, c'est bien, mais être chaouche de Ursula von der Leyen, vous méritez mieux. Moins méritant, oui. Vous méritez mieux. Donc, il y a des nouvelles élites. Vous avez une partie du peuple qui s'est réveillée. C'est une minorité. Mais de toute façon, le réveil est toujours minoritaire. Les premiers chrétiens étaient ultra minoritaires. Sauf qu'on n'a pas 2000 ans devant nous. En tout cas... Wow, mais on peut aller un peu plus vite, voilà. Quand même. Comment on peut aller plus vite? Je pense que il y a un facteur qui est le réveil. Le peuple français est un peuple révolutionnaire. Peut-être qu'il se réveillera, et ça sera pas beau à voir, parce que les révolutions françaises n'ont jamais été très belles. Mais enfin, il faut peut-être que ça arrive. Ça peut arriver. En tout cas, j'allais vous dire, le livre de Driss Ghali est un livre, encore une fois, de réveil. Et c'est pour ça qu'il faut le lire. Merci beaucoup Driss Ghali, auteur de Français, ouvrez les yeux aux éditions L'Artilleur. Tout de suite l'émission de Brigitte Lahaie. Merci de nous avoir écoutés, chers auditeurs. À tout de suite sur Sud Radio.